vous retrouver en cette année 2021. Bienvenue à cette toute première édition de 2021 de l'Info.tvc, version longue, donc version hebdo. Je suis accompagnée de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour, Zoé! Bonjour, bonne année, Émilie. Bonne année tout le monde. Hey, bonne année, on vous souhaite bien du bonheur De la santé, sanitaire. de la santé. Ouais, du bonheur sanitaire, de la santé. Et de la santé. Oui. Zoé, on va commencer tout de suite parce qu'on a eu un gros début d'année, hein? Oui. Donc, on commence tout de suite avec les cas confirmés de 2021, 8 janvier 2021. Oui, nouvelle année, mais la COVID-19 n'est toujours pas toujours parmi nous. En ce 8 janvier 2021, état de la situation dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 16 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1378. Dans la Matapédia, on a un nouveau cas aujourd'hui, puis on est rendu pour un total, on est rendu à 44 Ouais, hein? en tout là, dans la Matapédia. Donc, il y a eu une grande augmentation depuis qu'on a quitté, avant la dernière émission qu'on a faite avant les fêtes. Ouais, Là, il y a eu une grosse augmentation. Alors aujourd'hui, dans le Bas-Saint-Laurent, 24 décès, aucune hospitalisation en cours présentement. 1225 personnes sont maintenant rétablis. 882 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 7 janvier 2021. Notez que les bilans régionaux du Bas-Saint-Laurent émis par le CIS du Bas-Saint-Laurent, maintenant, c'est seulement du lundi au vendredi. La fin de semaine, ils n'en feront pas, mais ils vont faire un beau résumé le lundi de les cas de la fin de semaine. Mais si jamais vous voulez vraiment le savoir, vous avez deux sites Internet en bas de l'écran si vous voulez savoir le nombre de cas durant la fin de semaine. Mais le CIS du Bas-Saint-Laurent ne va pas le publier. Parfait. La fin de semaine. Donc, gros point de presse de mercredi soir, très attendu parce qu'il y a eu des fuites dans les médias tout au long du début de la semaine. Donc, Monsieur le Premier ministre a sorti enfin le plan du confinement 2. Oui, on était plusieurs devant la télévision, je crois, mercredi soir à 17h. Confinement et couvre-feu vont commencer à partir de demain, le 9 janvier, jusqu'au 8 février. Donc, confinement pendant 4 semaines avec un couvre-feu. Partout au Québec, à part le nord du Québec, c'est important de le mentionner, le couvre-feu, ça va commencer à 20h le soir, tous les soirs pendant 4 semaines, jusqu'à 5h du matin. Sauf pour, il y a des exceptions, les travailleurs et les déplacements professionnels, les camionneurs qui transportent des marchandises, les soins de santé ou ceux et celles qui fournissent des soins de santé, déplacements à des fins humanitaires, si jamais il y a des gens qui ont à faire ce genre de déplacement. Aussi, les déplacements pour un jugement du tribunal ou pour respecter les modalités d'une garde partagée pour les familles. Ceux et celles qui doivent absolument se rendre à la gare ou à l'aéroport ou pour une personne qui a besoin de faire l'achat d'un bien essentiel dans l'immédiat. Les propriétaires d'un animal de compagnie, c'est les seuls qui ont le droit de sortir. Il y a eu beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux à cause de ça. Oui. Moi, j'ai un chien, je suis bien contente. Là, il y avait des blagues un peu « passe-moi ton chien, je vais sortir », mais c'est juste dans un rayon de 1 km. Puis, tu sais, bien sûr, moi, personnellement, je vais essayer que mon chien fasse ses besoins avant 8 heures. Mais, tu sais, des fois, eux, ils comprennent pas le principe de couvre-feu, les animaux. Donc, c'est pour ça. Mon vieux Bernard est alloué dans le Québec si vous voulez sortir après 8 heures. Par la suite, les pharmacies et les stations de service, c'est les seuls qui vont rester ouverts pour, bien sûr, faire le plein d'essence pour ceux qui n'ont pas le choix de sortir durant la nuit. Et aussi, les pharmacies, c'est un besoin essentiel. Ils vont fermer après 8 heures, là, si jamais ils gardent les mêmes horaires. Là. Qui a besoin de médicaments ou quelque chose comme ou peu importe. Parfait. Les dépanneurs et les épiceries devront fermer à 19h30 pour laisser le temps aux clients de retourner chez eux. Oui, et les employés aussi. Oui, et les employés aussi, effectivement. Les restaurants, les gyms, les théâtres et les cinémas, toujours fermés. Les restaurants, c'est intéressant, par exemple. Les restaurants, la nourriture pour emporter, nous, on ne peut pas se déplacer pour aller chercher notre nourriture, mais eux peuvent continuer à faire de la livraison. OK. C'est toujours possible. Donc, c'est intéressant. Les lieux de culte interdits, à l'exception des funérailles qui pourront accueillir un maximum de 10 personnes, un peu comme ce printemps. Oui, tout à fait. Oui. La police ils ont un pouvoir de questionner toute personne se trouvant à l'extérieur durant le couvre-feu. Ils peuvent encore donner une amende de 1 000 à 6 000 Le gouvernement envisage de créer un document officiel pour les personnes qui ont une bonne raison de circuler entre 20h et 5h du matin. C'est un peu tout ce que j'ai énoncé un petit peu plus tôt. Oui, un genre de laisser-passer. Un genre de laisser-passer pour que ça se fasse plus rapidement. Puis aussi, on se sent moins coupable. Là, on a un papier. Aussi,
une particularité, tu peux aller dans ta cour, par exemple, hein, pendant le couvre-feu. Tu peux rester dans ta cour à l'extérieur. Passer 8 heures. Passer 8 heures. OK, bon. Oui, donc si vous êtes sur votre terrain, c'est correct. Parfait. Ensuite, la manufacture et l'industrie de la construction, seulement les activités qui sont considérées prioritaires et essentielles peuvent continuer. Ensuite, le télétravail, c'est obligé dans toutes les régions, sauf si la présence est jugée nécessaire selon l'employeur. Oui. Les activités sportives et récréatives, uniquement en bulle familiale ou individuellement. Même pas une marche avec une amie, là, à 2 mètres de distance, c'est non. Les stations de ski restent ouvertes, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les contrôles routiers, non, il n'y en aura pas cette fois entre les régions, les contrôles routiers. Les barrages. Les barrages, ouais. là. Mais on déconseille, bien sûr, de voyager. Tout à fait. Les salons de coiffure, ben, juste faire une petite différence. Là, les ouais. salons de coiffure, de soins personnels et d'esthétique et les spas et les saunas, c'est pas essentiel. Non. Donc, c'est fermé, mais toutes les cliniques ouais. de soins de santé, massothérapeutes, chiropraticiens, optométristes et dentistes, ça reste ouvert parce que c'est très essentiel pour certaines personnes. Puis, même après le couvre-feu, c'est considéré essentiel. Cueillette en magasin, c'est possible pour les commerces non essentiels, mais à l'extérieur. Les rassemblements sont interdits, sauf pour une personne qui habite seule, qui reçoit une personne qui habite seule aussi avec 2 mètres de distance et un masque, bien sûr. Les garderies restent ouvertes. Les élèves du préscolaire et du primaire retournent en classe le 11 janvier prochain. Et changement pour le port du masque. Maintenant, ouais. les 5 et 6e années n'ont pas le choix de porter le masque aussi. Ouais. Les élèves du secondaire recommencent l'école le 15 janvier, mais d'ici là, ils font de l'école en distance, virtuellement, là, à la maison. Le retour en classe, c'est ça, c'est le 18 janvier pour eux. Petit changement aussi, les jeunes devront porter un masque de procédure que leur gouvernement fournira chaque jour. Le gouvernement, notre gouvernement, bien sûr. Les centres d'éducation aux adultes et les formations professionnelles, c'est comme le secondaire, ça recommence le 18 janvier prochain. Les cégeps et universités rouvriront leurs portes pour la session d'hiver, mais à distance le plus possible. Les stages et les laboratoires sont maintenus. La présence de l'étudiant seulement si c'est essentiel à l'acquisition ou à l'évaluation de connaissances. Toutefois, les bibliothèques aussi, eux autres, ils restent ouverts. C'est vraiment une bonne nouvelle, mais seulement pour aller emprunter un livre ou aller étudier toute seule. Oui. En terminant, la vice-première ministre, Mme Guilbeault, c'est vraiment important de le mentionner, tenait à indiquer qu'une personne vivant dans un milieu de vie difficile ou violent n'est pas tenue à rester chez elle, même si c'est durant le couvre-feu. Là. Sa sécurité prédomine sur le couvre-feu, bien sûr. Demain, samedi soir à 18h, Québec va envoyer une alerte sur tous les cellulaires pour avertir les gens que ça commence demain. Ils vont envoyer une alerte à 18h demain, donc pour avertir les gens. À 8 h, là, vous devez être chez vous. Puis aussi, ça se peut que les policiers allument leur sirène, et, leur lumière et aussi leur son, là, qui est honnête quand ils arrêtent, pour avertir les gens. Il y a eu un point de presse ce midi par rapport à les écoles du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Rapidement, il lance un appel aux retraités et aux étudiants de l'université d'enseigner, peut-être faire du tutorat à les élèves qui ont de la difficulté à l'école. Il annule les examens du ministère cette année et la pondération du premier bulletin sera revue à la baisse et celle du second à la hausse, mais des consultations sont encore en cours. Puis la semaine de relâche aura toujours lieu comme prévu. Vous avez le site Internet du gouvernement du Québec qui passe depuis tantôt, là, en image, en bas de l'écran, en bas de l'image, si jamais vous voulez... vous désirez d'autres informations. Merci beaucoup, Zoé, pour ce gros bulletin d'actualité de grosse semaine. On a eu une très grosse semaine de mise à jour de confinement. Là, on est prêt à partir de 2021. On s'en va en courte pause et tout de suite après, on s'en va au bloc entrevue que tu as réalisé pour nous cette semaine. J'ai présentement avec moi virtuellement notre députée fédérale, Christina Michaud, pour faire un petit retour sur l'année 2020. Bonjour, Christina. Bonjour. Bien, tout d'abord, je te souhaite une bonne année 2021. Je souhaite que tu puisses te concentrer un peu plus sur tes autres dossiers qui doivent dormir un peu présentement à cause de la COVID-19.
Oui, ben merci. Bonne année à toute l'équipe de la TVC, à vos auditeurs aussi, en espérant que ce soit une année un petit peu meilleure ou qu'on soit plus optimiste, là, malgré que les derniers événements nous laissent perplexes un petit peu là, du côté de ce qui se passe aux États-Unis. Mais bon, je pense que Ouais. on va voir la lumière au bout du tunnel, ça va être une bonne année, je suis certaine. Oui, moi aussi, je le ressens. Ça commence, ça commence pas du coup. Ça commence un petit peu difficilement, mais ça devrait bien aller dans les prochains mois. On l'espère avec les vaccins aussi, là. Bon, tout d'abord, j'aimerais parler avec toi. Ben, j'ai l'impression que tu n'as pas eu un temps des fêtes très relax parce qu'on t'a beaucoup vu intervenir dans différents réseaux de télévision en tant que porte-parole du Bloc québécois de la sécurité publique. Oui, exactement. Bon, c'était essentiel d'intervenir, je pense, là, notamment juste avant Noël. On se rappelle qu'il y avait une nouvelle variante du virus qui a été découvert au Royaume-Uni. Et là, les pays environnants fermaient leurs frontières au Royaume-Uni pour pas que cette nouvelle variante se propage rapidement. Et le Canada, fidèle à lui-même, traînait un petit peu de la patte pour ça. Alors, on était intervenu là au Bloc dans les médias principalement pour demander au gouvernement de fermer ses frontières rapidement ou du moins pour un moment limité là, pour on n'avait aucune information sur cette nouvelle variante, comment elle pouvait être dangereuse et tout ça. Donc, c'est beaucoup ce qui a retenu notre attention là, juste avant les fêtes. Par la suite, ben, il y a eu un fameux reportage de TVA Nouvelles comme quoi beaucoup de personnes s'en allaient passer Noël dans le sud et une fois là-bas ne respectaient pas les règles. De retour ici, ne respectaient pas la quarantaine obligatoire. Alors, un reportage qui a choqué beaucoup de gens de chez nous. Et encore une fois, j'ai été interpellée pour intervenir parce que pour demander au Canada là, qu'il fasse un suivi plus serré de la quarantaine et des voyageurs en général, qui les encouragent pas, qui les incitent pas à voyager. Et on se rend compte que c'est un peu ce qui se faisait quand même. Les gens sont tannés, c'est normal, on le sait. Tout le monde a le goût de faire autre chose, de voir autre chose, mais la solution, c'est pas de partir, c'est vraiment pas de quitter le pays en ce moment. Et il y a des gens qui l'ont fait. Alors, c'était de rappeler un petit peu le rôle du gouvernement là-dedans. Bien sûr qu'il y a un rôle une responsabilité sociale et individuelle de chaque individu de prendre ses responsabilités, de faire preuve de bonne foi puis de bon sens et de rester à la maison. Mais bon, il y en a qui le font quand même. Alors, c'est là où le gouvernement doit intervenir et bon, on pense qu'il aurait dû fermer les frontières bien avant, là, comme c'est le cas à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. C'est impossible de se rendre aux États-Unis si c'est pas pour une raison essentielle. Donc, on pense qu'il aurait dû agir un petit peu plus proactivement et interdire les voyages. Mais oui, c'est ça, tout simplement interdire les voyages. Durant la pandémie, il me semble que c'est les clair. voyages non essentiels, bien entendu. Oui. On se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça et il y a probablement quelque chose qui empêche le gouvernement d'agir. Là, hier, encore une fois, en conférence de presse, on avait le ministre Garneau, ministre du Transport, ministre de la Sécurité publique, qui disait que, bon, il y a un certain nombre de voyages essentiels encore, donc ils peuvent pas fermer les frontières. Laissez-moi douter de cette réponse-là. Là. Je sais que c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, seulement de dire aux Canadiens et aux Québécois ne voyagez pas, ça semble pas suffisant parce que les gens font fi des règles et ils vont quand même. Alors, rendu là, ce qu'on peut faire, c'est resserrer les mesures de quarantaine. Et moi, j'ai parlé à des gens qui sont allés en voyage et ils me disent, ben, j'ai rempli un questionnaire une fois à l'aéroport. Ensuite de ça, je me suis en allée chez nous. Quelqu'un avait fait mon épicerie, là, donc je suis vraiment les règles. Je vais faire mon 14 jours à la maison. Mais jusqu'à date, j'ai pas reçu d'appel, j'ai pas reçu de courriel, j'ai pas reçu de visite pour personne veut s'assurer que je suis bien ma quarantaine. Alors, c'est ce qui nous rend perplexes. On sait que c'est pas les cas de COVID chez nous viennent pas en majorité des gens qui arrivent de l'extérieur. Là, c'est une contamination communautaire qu'il y a depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et souvent, bon, les gens qui sont contaminés sont à l'hôpital, contaminent le personnel de la santé. C'est un peu une roue qui tourne. Donc, la majorité vient pas de l'étranger, mais ça a quand commencé même avant le temps des fêtes, même avant les voyages. Quelques cas qui sont dus aux voyageurs, ben c'est des cas de trop. Alors, on demandait au fédéral de mieux encadrer la quarantaine. S'il faut envoyer des fonctionnaires de Santé Canada pour aller vérifier si les gens sont vraiment à la maison, ben qu'on le fasse. En ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est que les agents de services frontaliers ont aucun pouvoir. Donc, ils informent les gens une fois à l'aéroport, mais après ça, les gens s'en vont faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a certainement plus qu'il faut faire là-dedans. Si c'est pas d'interdire aux gens de voyager, ben c'est de mieux l'encadrer
encadré. Donc, on a demandé à ce que le gouvernement bouge là-dessus. Et vous l'aurez constaté, finalement, il y a eu... on s'est rendu compte qu'il y avait un 1 000 $ là, de prêts là, ou de soutien aux travailleurs qui doivent s'absenter du travail à cause de la COVID, soit parce qu'ils sont malades eux-mêmes ou qu'ils doivent prendre soin d'un membre de la famille qui est malade. Et quand il y a un employeur qui peut pas leur payer les vacances, eh bien, c'est une mesure gouvernementale qui leur vient en aide, 1 000 $ pour 2 semaines. On s'est rendu compte que les voyageurs qui revenaient pour faire leur quarantaine, eh bien, ils entraient dans les critères de ce programme-là. Et là, ça a soulevé un tollé, là. Les gens se sont indignés et avec raison parce que on regarde ça... la première chose qu'on voit, c'est que les gens qui respectent pas les règles peuvent avoir 1 000 $ et les gens qui les respectent, eux sont à la maison, peuvent pas voir leurs proches. Et s'ils osent inviter quelqu'un à la maison pour le souper du Nouvel An, par exemple, mais ils sont passibles d'une amende. Alors, les gens sont indignés avec raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme-là, cette mesure d'aide, elle était déjà en place. Elle ne visait pas du tout les voyageurs au début. Donc, un coup qu'on s'est rendu compte de ça, c'est au gouvernement de corriger la faille dans ce programme-là et on attend toujours de voir comment il va procéder. En fait, c'est un changement législatif qui devrait y avoir. Donc, le Parlement reprend juste à la fin janvier, mais je pense que ce serait nécessaire que le Parlement soit rappelé. On a besoin que d'une 50aine de députés là pour être là, pour ensuite passer un vote, puis aller faire ce changement législatif-là, qui pourrait donc au moins envoyer un fort message que quand il y a des injustices comme ça, là, les gens se sentaient vraiment, sentaient cette situation-là était injuste, alors d'aller faire le changement. Mais en même temps, il y a tellement de petites exceptions dans chacun des programmes, il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas que là, si on y retourne pour réouvrir un programme, eh bien là, est-ce qu'il y aura plus de choses à changer? Si on ne sait pas, alors c'est peut-être ce qui retient le gouvernement de ne pas rappeler le Parlement pour faire ce changement-là. En tout cas, j'espère que les gens seront de bonne foi et les personnes qui non seulement sont allées en voyage en ne respectant pas les règles, qui reviennent, j'espère qu'ils ne réclameront pas ce 1 000 $ Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des mauvaises surprises une fois que ce sera le temps des rapports d'impôts. Oui. Parce que le gouvernement se reprenne de cette façon-là aussi. Oui, vraiment. Mais M. Trudeau, cette semaine, a dit durant un point de presse que c'est sûr que les gens qui revenaient de voyage n'auront pas droit à ce fameux 1 000 $. Il me semble que c'était réglé. Donc, c'est pas réglé parce que là, c'est possible d'y accéder, puis le gouvernement n'a rien fait pour le changer. Il a dit qu'il allait le changer, mais il l'a pas fait encore. Mon Dieu, parce que c'était assez clair au point de presse. Il disait je vous assure que... Mais, exactement. Okay. Mais de quelle façon ça prend forme, si on ne le sait toujours pas? Si c'est dans le rapport d'impôt, justement, s'il n'y a pas de changement législatif, qui est-ce qui va être de bonne foi? Il va cocher « Oui, je suis allé en voyage, donc je n'ai pas droit à ce 1 000 $-là. » Donc, il faudra voir de quelle façon il va procéder et c'est probablement ce qui prend du temps parce qu'il ne sait pas lui-même comment procéder puis comment enlever une certaine partie de la population, ne pas avoir accès à ce programme-là. C'est qu'un 1 000 $ pour 2 semaines, vous me direz, mais c'est un 1 000 $ qui peut faire toute la différence. Je pense aux personnes âgées qui ont reçu un mince chèque pendant toute la pandémie, que le panier d'épicerie augmente pour eux aussi. Je pense aux travailleurs de la santé qui n'ont pas d'augmentation de salaire puis qui sont à bout de souffle. Je pense à plein de gens qui sont qui tombent encore entre les mailles du filet. Et là, les gens qui respectent pas les règles peuvent aller chercher des sous du gouvernement. Alors, ça a indigné la population avec raison. Il faudra juste trouver la façon de corriger cette faille-là. Une fois que les failles sont soulevées, là, la job du gouvernement, c'est de les corriger. Vraiment. Là, probablement qu'il ne sait pas comment procéder, mais ça va venir, je l'espère. Sinon, on ne manquera pas de lui rappeler. Non, vraiment. Puis aussi que les citoyens au Québec se sentent super stressés et suivent les règles pour ne pas avoir de contraventions. Et ceux qui vont en voyage, c'est comme assez relax. Là, ça n'a pas de bon sens. On comprend la frustration. Alors, un petit retour au début. Le but de l'entrevue, c'était de faire un retour sur l'année 2020 en général et plus précisément aussi dans la circonscription. Donc, je te laisse aller. Oui, eh bien, écoute, c'était une année marquée par la pandémie, il faut le dire. Et je reviens sur une activité qu'on a faite, mon collègue Pascal Bérubé et moi, le 1er janvier dernier. On a fait une émission de radio à une radio communautaire de la Métis, là, c'est KMN, pour accompagner les personnes seules pendant la journée. Puis c'était une super expérience et j'ai fait un petit topo d'un bilan de l'année 2020. Et là, pour me préparer à ça, je regardais toutes les nouvelles, tout ce que j'ai partagé dans l'année aussi sur les réseaux sociaux,
des fois, on regarde nos photos aussi pour se remémorer ce qu'on a fait pendant l'année. Et je me suis rendu compte que janvier et février ont été à peu près normales là, dans mes activités de députée. Et le Parlement on a siégé que quelques semaines. Et après ça, bon, tout de suite en mars, là, on a tombé dans la pandémie. Donc, c'est vraiment une année qui a été marquée par ça. On a dû s'adapter. Fait que c'est certain, comme tu le disais, qu'il y a des dossiers qui dorment sur les bureaux, qui sont plus longs à avancer, malheureusement, parce que tous les efforts se sont dirigés pour soutenir les gens pendant la pandémie et c'est normal, c'est la priorité. Donc, je voudrais que notre bilan se rattache beaucoup à ça, autant au Bloc québécois que moi dans la circonscription. On a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui ont fait appel à mon bureau de député, à mes bureaux, à mon équipe pour avoir de l'aide, pour savoir où se diriger. Donc, c'est beaucoup une année axée sur le service à la population, je dirais, et je suis assez fière de ça parce que c'est d'avoir des exemples des gens de chez nous qui sont, par exemple, de l'industrie touristique, les industries saisonnières, les pêches, les hôtels, les restaurants qui nous disaient, ben nous, on n'entre pas dans ce programme-là, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, on retournait à Ottawa, on allait négocier autre chose, et là, les programmes étaient modifiés pour le bien des gens de chez nous. Donc ça, je suis extrêmement fière de ça. Et la subvention salariale, notamment pour les entreprises, c'est une suggestion du Bloc québécois. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont faites quand même pour soutenir les gens dont on est fiers, qui nous touchent ici dans la circonscription et partout au Québec et même au Canada. Sinon, bon, c'est dur de cibler certains dossiers, mais je pense notamment à mon projet de loi sur les changements climatiques. Oui. Ça a quand même cheminé. Il y a le gouvernement qui a déposé un projet de loi sur la carboneutralité aussi, donc et deux autres députés quand même là, d'autres partis qui ont déposé aussi des projets sur les changements climatiques. Alors on voit une certaine un mouvement là qui se crée là pour les gens veulent vraiment changer la chose, les élus du moins. Donc c'est bien et j'ai hâte de pouvoir continuer de travailler ce dossier-là et ça devrait se faire là, dans les prochaines semaines où on siégera au Parlement. Sinon, je pense à la gestion de l'offre, à nos agriculteurs, nos producteurs de chez nous. On a élevé la voix à leur côté là, depuis plusieurs mois pour qu'ils aient enfin leur fameuse compensation pour les brèches dans la gestion de l'offre. Alors, il y a eu ça, il y a eu ce deuxième chèque finalement qui est arrivé et la voix de l'UPA Bas-Saint-Laurent aussi qui s'est élevée avec nous, notamment pour réclamer qu'il n'y a plus de brèches dans la gestion de l'offre. Alors, c'est un projet de loi que le Bloc québécois a déposé à la Chambre des communes. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, dont je suis fière. Ça serait difficile de toutes les énumérer. Mais si on parle un petit peu de chiffres, il y a eu beaucoup d'investissements aussi dans le comté, notamment avec le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Justement, j'ai une dame de la circonscription qui était tellement contente de pouvoir acheter des tablettes pour les personnes âgées. Donc, des fois, on voit ça, là, des milliers de dollars, des millions dans la circonscription, on ne sait pas trop où ça va. À quoi ça sert? Où c'est Nouveaux Horizons, c'est un programme pour les aînés qui a été adapté à la COVID-19 aussi. Donc, je trouve ça super pour les personnes seules à la maison, pour une façon de rejoindre leurs proches, justement, avec une tablette. Alors, bien fière de ça. C'est plus de 400 000 $ qui a été investi dans le comté avec ce programme-là, plus d'1 million aussi avec le programme Emploi Été Canada. Et j'en profite pour vous dire que c'est la période pour déposer un projet pour l'été prochain. Vous avez jusqu'au 29 janvier pour déposer votre demande. Alors, si vous avez des questions, là, juste contacter mon bureau et il y a tous les détails en ligne aussi également sur le site du gouvernement. Puis, quoi d'autre? Il y a eu 1,3 million de dollars supplémentaires au SADC de la région pour aider les entreprises d'ici également. Donc, plusieurs belles choses à travers tout ça, des élans de solidarité qui se sont mis dans la région. À travers les mauvaises nouvelles, ça faisait du bien de voir ça. Oui, puis... Tu sais, on s'entend que toi, tes collègues, que ça fait plusieurs années qu'ils sont en politique, eux, ils ont comme vu la différence avant pandémie, puis durant, tu sais, quand on l'a vécu, mais toi, tu as juste eu comme 2 mois. Comme 2 mois de c'est quoi être une députée. Puis par la suite, ça a été la pandémie. Donc, j'ai envie de savoir que, tu sais, c'était vraiment pas à quoi tu t'attendais, j'imagine. Puis comment tu as su gérer cette situation-là, mais aussi, tu sais, on parle beaucoup, j'ai goût de savoir au niveau émotif, là. Est-ce que ça a été stressant? Est-ce que ça a été... comment tu as géré ça, là?
Ben, c'est une très bonne question. En fait, moi, dans la vie, personnellement, là, je suis pas du genre à me faire des attentes parce que je déteste être déçue dans la vie. Alors, je me laisse aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est certain que peu importe comment je m'étais imaginé l'année, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est correct et c'est pas un cas isolé, là, qu'on soit Non, c'est élu sûr. dans tous les domaines en général, ça a été une année particulière. Donc, c'est certain qu'apprendre à être député en temps de pandémie mondiale, c'est un défi supplémentaire, je dirais. Là. Nous, on est beaucoup en contact avec la population, on est dans tous les 5 à 7, les événements, les épluchettes de blé d'Inde, les tournois de hockey, nomme-les. Et là, il n'y avait plus rien de ça. Donc, c'était assez difficile d'aller parler à notre population aussi, voir comment les gens vont, voir quels sont leurs projets, voir comment on les aide, parce que c'est ça le rôle au final. On représente une population et là, on avait plus de difficultés à être en contact avec eux. Donc ça, c'était difficile, mais en même temps, d'un autre côté, comme je le disais tantôt, c'est beaucoup de gens qui ont fait appel à mes bureaux que probablement qui n'auraient jamais appelé leur député fédéral, mais là, qui avaient besoin d'aide. Alors, il y a cette proximité-là qui s'est créée. Oui, c'est clair. Donc, il y a toujours des bons côtés au mauvais, là. Faut le voir comme ça. Sinon, c'est certain que, comme pour tout le monde, ça devient difficile. On a des hauts et des bas. Puis, ben, c'est pas facile de faire de la politique en temps de pandémie. C'est pas facile de faire de la politique dans l'opposition aussi en temps de pandémie parce que je cherche le mot français, là, les spotlights, la lumière est beaucoup sur le gouvernement parce que c'est beaucoup lui qui prend les décisions. On le voit hier avec M. Legault qui annonce... Le point de presse, c'est comme rendu notre messe, là, quasiment. Exactement. Oui. Puis on entend M. Legault, là, on n'entend pas le Parti libéral, on n'entend pas Québec solidaire, on n'entend pas le Parti québécois. C'est la même chose au fédéral. On entend moins parler des partis d'opposition, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille moins et on aide justement à améliorer ce qui est mis en place. Après ça, quand il y a des mauvaises choses qui sont mises en place, c'est pas nécessairement de notre faute non plus. Alors, il y a toute cette joute-là à travers laquelle il faut naviguer. Donc, je pense que c'est une année où habituellement, les gens nous demandent comment ça va, puis la réponse facile et automatique, c'est que ça va bien. Mais je pense que pour moi, personnellement, ça a été une réalisation cette année de dire que c'est correct de dire que des fois, ça va moins bien puis que c'est plus difficile. Puis, ça n'a pas été facile toute l'année, puis c'est correct de le dire, puis on s'entraide là-dedans, je pense. Mais je suis très optimiste pour la prochaine année. Il va falloir apprendre à vivre avec ce genre de choses-là. Je pense qu'on n'est pas à notre, c'est plate à dire, mais je pense qu'on n'est pas à notre première, à notre dernière, on est à notre première, mais on n'est pas à notre dernière pandémie ou du moins crise qui va nous secouer comme ça et pendant laquelle il va falloir se serrer les coudes. Donc, je pense qu'il va falloir s'adapter pour le futur. Puis, ça change le rôle d'une élue aussi. Donc, on va s'adapter. Et là, avec peut-être des élections fédérales qui vont venir à travers tout ça, ben, il faudra s'adapter encore une fois. Mais je suis quand même satisfaite de mon année et je suis fière de ce que mon équipe et moi, on a accompli pour la région. Oui, puis j'imagine que tu veux dire que la crise de la pandémie va amener d'autres petites crises par la suite, d'autres conséquences, puis ça va pas prendre 6 mois à régler, là. Ça va prendre encore plusieurs années. Exactement. Bien, je pense juste à la crise économique qui va s'en suivre. Là. Les gouvernements mettent beaucoup d'argent sur la table et c'est normal. Mais après ça, bon, on voit la dette augmenter, le déficit augmenter aussi. Ensuite de ça, la crise climatique qui est présente depuis tout ce temps-là. Qui n'a pas arrêté, elle n'a pas dormi. Là. Non, elle n'a pas arrêté, elle est encore là. Puis, c'est ça, avec la crise climatique, justement, on est bien... c'est propice là, qu'il y a d'autres virus qui vont se développer si on ne prend pas soin de la santé de la planète. C'est la santé des humains qui est mise en péril ensuite de ça. Donc, moi, je ne serais pas surprise, je ne vais pas alarmer personne, là, mais je ne serais pas surprise qu'on n'en soit pas à notre dernière crise sanitaire non plus. Alors, il va falloir trouver d'autres façons de travailler pour les voir, pour être mieux préparé justement quand une autre crise va survenir. Oui. Une crise économique, c'est sûr que ça va arriver. Mais par exemple, au niveau de l'environnement, j'ai le goût de mettre un petit peu de lumière dans ce qu'on dit présentement. J'ai l'impression que quand on s'est confiné et tout, je pense que ça a aidé quand même un peu, j'ai l'impression, l'environnement. On disait beaucoup que les animaux, on dirait sauvages, on ressortait dans un peu plus, veut pas, on utilisait moins notre auto, etc. Oui, c'est minime, honnêtement. Ah ouais? C'est en fait, parce que ça vient se contrebalancer avec justement les équipements de protection individuelle, tout ce qui est qu'on jette après une seule utilisation, ça fait beaucoup de tout ce qui est désinfectant, là, tous les produits de désinfectants qui s'en vont dans notre eau, qui s'en vont dans nos cours d'eau.
ça contrebalance un petit peu, là, et c'est certain qu'il y a moins de voyages, il y a moins de transport et tout ça. Mais bon, je pense que les scientifiques, pour ce qui a été étudié jusqu'à maintenant, là, le portrait est pas, le changement n'est pas incroyable. Non, Okay. c'est ça. Donc, j'aimerais, quel dossier désires-tu surtout te concentrer? Là, on sait que on va mettre la COVID-19 de côté, là. On va dire, à part la COVID-19, quel dossier que tu veux surtout te concentrer pour la circonscription, puis aussi en général pour l'année 2021? Bien, je pense que tout est relié, là. Puis comme je le disais, ça va être on va encore beaucoup entendre parler de la pandémie pendant l'année 2021. Donc, ça va être d'être prêt quand on va pouvoir se sortir la tête de l'eau, d'être prêt à aider nos entreprises à redémarrer, d'être prêt à aider les gens à retourner au travail. Puis, en attendant ça, ça va être d'avoir accès à Internet haute vitesse partout dans les régions comme la nôtre pour que, justement, les étudiants, les enseignants qui font l'école à la maison puissent avoir le matériel nécessaire. Ça va être d'être meilleur en général dans nos systèmes de santé, que les transferts en santé soient augmentés du fédéral au provincial. Alors, c'est tout ça. Je pense que c'est des dossiers qui se lient entre eux, et d'avoir une desserte aérienne régionale aussi, ça commence à se développer. On devrait voir des résultats bientôt. Donc, que notre région puisse pas sortir affaiblie par rapport aux autres, aux grands centres, par exemple, de cette crise-là, puisse sortir plus fort encore, puis que ça aille bien, puis que les gens veulent venir s'installer chez nous aussi. Là, je pense que la pandémie a fait ressortir ça, qu'on était super bien en région. Et là, on a hâte d'avoir de la neige, justement, pour profiter de nos activités. Oui. Mais ouais, donc transport aérien régional, Internet haute vitesse, soutien aux entreprises, c'est beaucoup ce qui va nous occuper dans la prochaine année. Puis je pense que c'est vraiment notre priorité. Puis je l'ai rementionné souvent, là, bien entendu, la priorité, c'est la santé, et nos aînés aussi qui l'ont pas eu facile. Alors ça va être un combat qu'on va mener à Ottawa pour que les aînés obtiennent leur juste part de financement eux aussi et de soutien. Oui, vraiment. Puis oui, c'est vrai, un côté positif de la COVID-19, c'est que j'ai l'impression que les régions se sont faites un peu plus découvrir par les gens de la ville. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, j'aimerais, si c'est possible, ce serait vraiment plaisant qu'on se reparle d'ici, je sais, fin janvier, tu vas souvent retourner à Ottawa. Le retour en chambre à Ottawa commence la semaine du 25 janvier. Exactement, oui. Mais on est un peu dans l'inconnu en ce moment parce que avec les mesures qui sont en place au Québec, on ne sait pas trop de quelle façon tous les élus du Québec s'ils vont se rendre quand même en Ontario parce qu'il y a des mesures entre déplacement interprovincial et tout ça. Donc, bien entendu, on veut que tout se fasse dans le respect des mesures sanitaires. Donc, je mets pas ma main au feu que je vais être à Ottawa le 25 janvier, mais bon, peut-être que ce sera virtuellement aussi, là, si les parties s'entendent pour qu'on puisse reprendre les travaux de façon hybride, ce serait l'idéal, parce que cette motion-là qui primait, là, elle est tombée là, à Noël. Donc, par exemple, mon comité de sécurité publique, on devait se rencontrer demain, par exemple, et on n'avait pas le droit de se rencontrer de façon hybride, là, donc virtuelle et en personne. Donc, on l'a annulé parce que moi, je ne me rencontrerai pas à Ottawa demain. Là. Donc, on verra de quelle façon ça va prendre forme, mais certainement qu'on va pouvoir reprendre nos travaux parlementaires de façon virtuelle, je l'espère. Oui. Donc, tu vas être avec nous d'ici fin janvier au moins. Donc, on va peut-être avoir la chance de se reparler. Puis, merci beaucoup. Ça a été une longue entrevue, mais merci beaucoup. On a vraiment fait le tour. C'est vraiment gentil d'avoir accepté et d'avoir pris tout ce temps dans ton horaire chargé. Et je te souhaite, pour les prochaines années, les 3 ans du moins, au moins, qui te restent comme député, que ce soit un petit peu plus normal. Que tu vois, c'est quoi être député normalement? Merci, mais je pense que je me rendrai même pas à mon 3 ans parce que notre gouvernement minoritaire risque de tomber avant ça. Donc, j'aurai pour ma jeune expérience 2 campagnes électorales en bas avant peu de temps. Donc, mais bon, on s'ajustera rendu là. Merci à vous, puis une très belle année. Une très belle année. Christina Michaud, députée fédérale de notre région. Merci beaucoup encore, puis bonne journée. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre la famille Myriam de la Vallée. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes.
Je suis présentement avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, pour faire un retour sur l'année 2020 avant de complètement entamer l'année 2021. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, comme je disais, bonne année pour commencer. C'est ça que j'allais dire. Avant de commencer de faire le bilan, il faut se faire des bons vœux pour la nouvelle année. J'allais oublier, ça n'a pas de bon sens. Je pense que tout ce qu'on peut souhaiter cette année, c'est de la santé, puis le reste, je suis convaincue qu'on va être capable de faire ce qu'on a à faire avec. Ah oui. Si la santé est là, je pense qu'on déjà juste ça, on va être bien content. Oui, puis peut-être faire un petit clin d'œil juste avant de commencer le bilan, là, faire un petit clin d'œil à nos travailleurs de la santé, à nos intervenants dans nos organisations, à nos travailleurs dans les entreprises, puis dans le fond, tous ceux qui ont bien respecté les consignes. Je pense que ça vaut vraiment la peine, encore une fois, de souligner leur travail puis de souligner l'effort de tout le monde dans le contexte actuel. Donc, je vous souhaite tous la santé, une bonne et heureuse année puis plein de bonheur à venir. Alors, j'avais envie de parler de toi, avec toi, bien sûr, de faire un retour sur l'année 2020. T'as entamé, j'imagine que tu avais entamé l'année 2020 avec des dossiers, des projets que tu avais en tête à développer. Bon, la pandémie, j'imagine qu'elle t'a ralenti beaucoup dans certains dossiers, donc j'aimerais que tu nous en parles. Il y a différents projets, effectivement, différentes choses. La COVID, elle a ralenti des dossiers, effectivement, mais elle a aussi exigé sur d'autres de se réinventer ou de se réorganiser. Donc, tous les dossiers n'ont pas été abandonnés ou retardés, mais on a dû les prendre sous un aspect différent, je dirais. Évidemment, dans l'année 2020, on a parlé beaucoup, je vais un peu tout mêler, là, je dirais, pas graduel dans l'année, mais on a parlé beaucoup au niveau de la réorganisation, de l'optimisation aussi des services incendies. Il y a eu une grande analyse qui a été faite là, par rapport à notre service incendie de la MRC de la Matapédia. Donc, évidemment, on va mettre en œuvre ces recommandations-là plus en 2021, mais l'année 2020 a quand même été un élément important dans cette analyse-là et le dépôt des recommandations, finalement. Un peu la même chose au niveau de la relocalisation de l'écosite d'Amqui. On le sait, on a travaillé fort là-dessus. Il y a des éléments qui s'en viennent aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaiterait. En tout cas, on a toujours la pandémie qui est là, puis d'autres circonstances qui pourraient changer, mais la relocalisation, on s'attend encore, même cette année, là, en 2021, que ça va être un dossier d'actualité. Toujours dans les matières résiduelles, peut-être là, la plateforme, la multiplateforme là, qu'on a parlé aussi, que la Régie des matières résiduelles de la Matapédia de la Métis veulent mettre en place. On a ciblé sur le territoire de la Matapédia un endroit. Donc, c'est un beau projet aussi sur lequel on travaille. On a vu un projet de transport collectif dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent sur lequel on a travaillé fort en 2020, mais qui va aussi encore c'est des dossiers qui prennent plusieurs années, donc il va se poursuivre en 2021. Dans les projets, il y en a beaucoup. Là, j'essaie de trier ça rapidement, mais on peut parler du projet de villégiature à Val-d'Irène. On a vu qu'il y a une nouvelle rue qui a été ouverte, là, et il y a eu plusieurs emplacements disponibles, plusieurs qui ont trouvé des acquéreurs. Il reste encore quelques terrains. Donc, ça aussi, c'est un beau projet, c'est un beau développement pour la Matapédia. On pourrait parler aussi, vous l'avez vu dernièrement, là, dans les derniers mois de 2020, on a fait une transition au niveau de notre directeur général. Donc, M. Ouellet, qui va devenir le directeur général de la MRC, donc il est en fonction maintenant. Là, il vient tout juste d'entrer en fonction. On lui souhaite la meilleure des chances, évidemment, puis surtout beaucoup de succès dans ses projets parce que ça va dépendre sur notre organisation. On pourrait parler aussi, peut-être un petit peu plus tôt dans l'année 2020, une rencontre qu'il y avait eu avec la ministre de la Santé à Québec, avec le comité santé de la Matapédia. Là aussi, les activités du comité ont peut-être été ralenties beaucoup avec la COVID, mais n'empêche que je pense qu'il y a eu des actions, puis entre autres la rencontre avec la ministre McCann, qu'on souhaite maintenant revoir le ministre Dubé. Évidemment, avec la COVID, on pense que M. Dubé peut-être d'autres chats à fouetter que nous rencontrer, mais on a vu dans sa même ordre de pensée-là, évidemment, un chirurgien arrivé à l'hôpital d'Amqui, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a eu des belles choses là. On a aussi, on a vu les travaux de la courbe à Val-Brillant. Je pense que ça a un impact pour l'ensemble de la Matapédia, donc les travaux qui ont avancé beaucoup.
sont pas terminés, mais on a quand même de l'avancement là. C'est un projet qui datait de tellement d'années. Je pense qu'on peut le souligner, le travail qui est fait. Et la MRC aussi a mis à jour sa politique familiale régionale. Donc, ça aussi, ça a été un élément intéressant. Je fais du pouce rapidement aussi. On a vu dernièrement le calendrier matapédien, le calendrier de photos matapédiennes, plutôt, qui a été distribué à chaque maison. C'est quand même quelque chose de beau. Toute la question, les boîtes cadeaux, pour la période des fêtes, les boîtes cadeaux avec les produits régionaux qui a eu un immense succès. Durant l'année aussi, on a eu l'application avec les mobiles, les téléphones cellulaires pour le Momento. Donc, s'il y a une situation d'urgence, donc on peut savoir à ce moment-là. Donc, c'est une application qui a été mise en place. Évidemment, ben là, la COVID a ses aspects négatifs, mais elle a aussi des aspects positifs. Si je parle, entre autres, la cellule locale qui a été mise en place avec les différents partenaires, les intervenants du milieu de la Matapédia qui se réunissent régulièrement pour évaluer justement l'avancement de la pandémie, mais surtout comment les impacts là, dans nos organisations et comment collectivement on peut essayer d'atténuer ces impacts-là ou de renforcer nos gens. Tout l'accompagnement auprès des entreprises qui a été fait aussi. Notre équipe de services de développement a travaillé très fort avec nos entreprises parce que ça a été un coup très dur pour nos organisations sur du territoire. Au niveau économique, là, le tourisme, les différents les commerces de détail et tout ça, il y a vraiment un impact majeur qui a été là. Toute la question de la pause, par exemple, du milieu culturel, on va le dire comme ça. Nos festivals, habituellement, la Matapédia, c'est un milieu de vie très animé. On a vu, heureusement, on a toujours notre plein air, notre environnement sain qui est là, qui a permis à plusieurs adeptes, même de familles de la région, puis un peu de l'extérieur, là, avec les touristes de cette ville, pour pouvoir faire activement des activités, de pouvoir sortir de la maison, de faire des choses. Mais on a vu toute cette vie collective-là n'était pas là cette année. Je pense que ça a été difficile, mais ça l'a aussi, ça l'a permis à d'autres organisations. Prenons par exemple le gala de la Chambre de commerce, qui a été innovant et qui ont fait quand je disais on s'est réinventé, le virtuel est devenu à la mode pour l'ensemble du Québec, mais dans Matapédia, même nos entreprises ont utilisé beaucoup l'achat en ligne, des choses comme ça. Fait que, évidemment, je parlais du gala de la Chambre de commerce. Je pense on peut pas passer sous silence le prix hommage à M. Laval-Morin que la MRC a remis lors du gala. Il y a plusieurs personnalités qui l'auraient mérité. Cette fois-ci, le choix s'est arrêté sur M. Morin et je pense que c'était un excellent choix, mais évidemment, il y en aura d'autres. Alors, j'espère qu'on pourra le faire en présentiel cette fois. Écoute, oui, mais c'est un très bon résumé, Chantal. J'aurais envie avant de terminer, j'aurais envie de savoir un peu, bien sûr, tu sais, durant l'année 2020, il y a eu la pandémie, mais il y a eu aussi, je dirais, comme une friction entre la ville d'Amqui et la MRC aussi. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. C'est quand même quelque chose qui a ressorti beaucoup. Donc, on est rendu où avec cette situation-là? Bon, pour ceux qui sont les fanatiques de suivre le conseil de la MRC virtuel, ils pourront voir effectivement que au cours des derniers mois, là, je vous dirais, les élus ont senti que cette pression-là était beaucoup moindre. Elle avait diminué. On sait qu'on a fait un travail important au niveau de la MRC, au niveau de la gouvernance. Il y a eu une grosse analyse qui a été faite, nos façons de procéder, tout ça. Il y a eu 6 recommandations qui ont été établies suite à ça, notamment la nomination de notre CA qu'on a fait en novembre, toute la question du vote là, qui va venir, faut changer les lettres patentes, donc il y a des choses là, toute la révision des procédures de libération. Donc, il y a effectivement quelque chose, là, on sent qu'il y a une impulsion nouvelle là, qui s'installe. Si tu veux parler aussi du litige entre la Ville et la MRC, écoute, on a de façon conjointe, on s'est entendu pour s'asseoir et de discuter. Okay. On va regarder justement. Donc, je pense qu'on peut dire simplement que on est dans des nouvelles considérations, on est dans un climat plus constructif, on va dire comme ça.
et en espérant qu'en bout de ligne, tout ça soit effectivement plus profitable, pour qu'on puisse avancer, puis qu'on puisse perdre ce climat-là, parce que vous savez, quand on se bat un contre l'autre pendant qu'on fait ça, on ne fait pas avancer d'autres dossiers. Donc, il faut travailler de pair. On est des partenaires. Puis, écoute, si tu me laisses aller, j'ai 2-3 petits éléments que je voudrais soulever pendant le bilan. On parlait de dossiers qui se poursuivent pour l'année. La gouvernance, ça se poursuit aussi pour la prochaine année. Toute la question, cette année, c'est une année électorale, 2021, les élections au niveau de nos conseils municipaux, au niveau de la MRC, de la préfecture aussi. Toute la question de la révision du plan de gestion des matières résiduelles qui va être à l'honneur aussi cette année. Le fonds région et ruralité, on sait qu'il y a eu des grosses annonces du gouvernement par rapport aux volets 3 et 4, innovation, signature, innovation. En tout cas, je passe vite là, parce que je sais que le temps est plutôt court. Mais donc, la MRC va entrer en travail. Là, on va démarrer les travaux pour ces 2 volets-là. Donc, ça aussi, on espère qu'il y aura des projets très constructifs, très productifs là, pour la Matapédia. Je pense qu'on peut accueillir l'année 2021 positivement. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je le souhaite à tout le monde, en espérant aussi que notre pandémie sera derrière nous quand on va, à la fin 2021, au cours de l'année, pas à la fin, mais au cours, parce qu'à la fin de l'année 2021, j'espère qu'on pourra passer à une autre transition. Oui, bien, je vous souhaite d'avoir la chance d'avoir le temps de développer d'autres dossiers que, oui, bien sûr, de celle de la COVID-19, de la pandémie. Merci beaucoup, Chantal Lavoie, la préfet de la MRC de la Matapédia. Puis, je te souhaite encore une bonne année, puis on se reparle la semaine prochaine concernant la cellule matapédienne. Bien, merci beaucoup. Bonne fête de journée, tout le monde. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Yo! L'informant commence dans 5 minutes! Fait que lâche les deux guettants! J'arrive! Tout le générique du bye-bye est fou. C'est la pire fraude du 21e siècle. Ouais, ben, bonne année encore, la sœur. Hey, à toi aussi, frère! Comment t'as trouvé Bye Bye cette année? Honnêtement, je l'ai trouvé vraiment bon, puis j'ai l'impression qu'on en avait besoin. Ouais, j'avoue, ça fait du bien de enfin pouvoir en rire, là. Vraiment. Puis je pense à ça, là. T'as-tu pris des notes mentales? Non. Pourquoi j'aurais pris des notes mentales? Ben, il me semble que ça ferait une bonne première chronique de l'année à TVC. Oh, c'est ça, là, mais je pense pas à ça, là, ces temps-ci, là, c'est les vacances, je pense pas à la job, là. Tu sais, là, tu connais ça, genre le principe de relaxer, de prendre une pause? Regarde ça en tête pareil, là. Ouais, mais genre plus d'inspi demain, là, quand ils vont avoir sorti 14 000 critiques là-dessus, là. Bon, ben, moi c'est bien beau tout ça, là, mais je vais me coucher. Il est tard. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, pour commencer l'année, j'ai décidé de faire un retour sur le Bye Bye ainsi que sur le Infoman 2020. Pour commencer avec le Bye Bye, on va commencer ça en force. Sachez que le Bye Bye a fait un record de codes d'écoute avec 3 800 000 téléspectateurs. C'est 850 000 de plus qu'en 2019. Ce que j'ai aimé du Bye Bye 2020, ce qui m'a sauté aux yeux après l'écoute, c'est surtout que, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas eu de politique beaucoup cette année? On dirait que cette année, le Bye Bye, c'est vraiment pas focalisé là-dessus, tandis que les années précédentes, on va se le dire, Bye Bye, c'est bon, mais c'est beaucoup trop politisé, ce qui fait en sorte que quand tu suis pas vraiment l'actualité politique,
ben il y a des gags que tu comprends pas, qu'il y a des gags qui te parlent pas. Tandis que cette année, c'était vraiment des gags communs. Ça parlait de confinement, ça parlait sans doute, bien sûr, beaucoup de COVID et tout ce qui s'y rattache. Ça parlait des tests COVID et je pourrais continuer même longtemps. Mais ça parlait pas beaucoup de politique, il y a juste eu quelques gags. Bien entendu, il y a eu le point de presse du premier ministre puis d'Arruda. Puis, il y a aussi Donald Trump qui veut pas quitter la Maison-Blanche. Mais il y avait pas grand-chose tant que ça sur la politique. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait du bien des fois de parler d'autre chose que la politique. Puis on s'entend que cette année, la politique, on l'a tellement vu que de voir des gens communs, ça fait du bien. C'est une recette de Ricardo? C'est quoi? Ben, du pain. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils ont réussi à parler de sujets très pointus, de sujets chocs avec brio. Surtout le racisme. Ils ont beaucoup parlé de racisme dans le Bye Bye cette année, avec 2 sketchs sur le racisme. Un qui était un sketch en audition avec Siméon, qui était un peu un revers de ce que vivent les Noirs quand ils passent des auditions pour la télé. Mais là, c'était un blanc, donc soit un Québécois de souche, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment ils ont mis ça. Et aussi un autre qui parlait des policiers. Il y avait des policiers en formation. J'ai trouvé ça tellement absurde, mais je pense que c'est dans l'absurdité qu'il peut avoir le meilleur gag dans ce point-là, dans ce thème-là. Puis ce qui était le plus intéressant, ce qu'on peut découvrir dans le making-of, dans les coulisses du Bye Bye, c'est que pour ces 2 sketchs-là, ils ont pris des humoristes et des scripteurs noirs. Donc, on a pu vraiment voir le reflet des personnes noires dans ces 2 sketchs-là, vu que ça a été écrit par eux, selon leur œil, selon leur humour. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça reflétait de façon mémorable, quasiment 100% réel, ce que les Noirs subissent malheureusement dans les médias et aussi dans la vie en général. Monsieur Facto... Facto, c'est un nom de coureur des bois, j'aime vraiment ça. Merci, mais c'est Facto. Monsieur Facto, d'où vous venez? De Victoriaville. Non, tu viens d'où? Ben, je viens de la France, probablement. La France? Oui, j'ai déjà été en Allemagne une fois. Tu dois connaître Fabrice, un grand blanc avec les cheveux lisses, là. Non. Ah, c'est pas grave. Si on continue avec Infoman, il faut savoir que Infoman aussi a eu le droit à son record de code d'écoute avec 3 millions de spectateurs présents durant la première diffusion. Bien entendu, les records de code d'écoute, que ce soit pour Infoman ou Bye Bye, ne calculent pas non plus les rediffusions ou les gens qui l'écoutent sur Internet. Donc, on peut se dire que c'est encore beaucoup plus de gens qui l'ont vu. Par contre, contrairement au Bye Bye, Infoman a eu le droit à son scandale. Je vais revenir dessus, mais je vais pas dire ce que je pense de ce scandale-là. Je vais juste vous l'expliquer, puis après ça, vous forgerez votre propre opinion là-dessus. Donc, durant Infoman 2020, il y a eu un segment complotiste où des artistes venaient faire du lip-sync par-dessus des vidéos de complotistes. Et dans ce segment complotiste, une personne est passée, Nadia Letang. Anne Dorval. Si t'es pro-masque, pis t'es pro-vedette, il pas me faire de demande d'amis, là. Elle s'est sentie triste par rapport à cette représentation d'elle et a dit que c'était une attaque gratuite. Le lendemain, soit le 1er janvier, elle a partagé avec l'aide de son ami une vidéo qui menaçait Jean-René Dufort et Radio-Canada et qui lui disait qu'ils allaient lui réserver une bonne surprise. Cette bonne surprise étant une poursuite pour diffamation. Ensuite de ça, Radio-Canada puis Jean-René Dufort ont dit qu'ils n'allaient pas faire de poursuite pour menace. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est ça qu'on a pour le moment. Est-ce que ça va aller plus loin? C'est le temps qui nous le dira. Malgré ça, moi c'est la seule critique, je pourrais dire négative, que j'ai recensée dans les médias. Pour ce qui est de l'Infoman, c'est ça, c'est cette personne-là qui a porté plainte. Mais sinon, il y a
pas eu grand-chose. Les gens en général l'ont aimé, les médias l'ont aimé. Y en a qui disent que c'est un des meilleurs bye-bye depuis longtemps. Et Infoman, pareil, si on calcule aussi les records de codes d'écoute. On peut dire que le bye-bye et Infoman ont vraiment été supérieurs aux années précédentes. Bien entendu, comme disait Simon-Olivier Fecteau sur Facebook, le confinement a vraiment aidé au code d'écoute. Les gens, on va se le dire là, on avait juste ça à faire, écouter la télé le 31 décembre. Il n'y avait plus de rassemblement, on voyait pas de la famille, fait on se pluguait devant la télé puis on écoutait Infoman puis Bye Bye dans notre petite famille, dans notre petit cocon familial. Mais ce que je pense qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu tant de négatifs sur le Bye Bye puis Infoman, c'est que veut pas, on en avait besoin. 2020 là, on va se le dire, ça a été une année compliquée pour tout le monde. Tout le monde était dans le même bateau, tout le monde était tanné de 2020. C'est une année, moi je dis que c'est une année coup de pelle. Dans le sens que tout allait bien, puis là, on s'est fait varger coup de pelle d'en face. Puis, on devait vivre avec la situation actuelle. Donc, je crois que d'en rire, ça fait du bien à tout le monde. Puis tout le monde avait besoin d'en rire. Tout le monde avait besoin de ça pour un peu faire une croix là-dessus. Un peu se dire comme, regarde, c'est une année derrière nous. Maintenant, on va essayer de se serrer les coudes pour l'année 2021 puis la traverser ensemble. Donc, je pense que c'est pour ça que Infoman puis Bye Bye 2020 a pas eu de mauvaises critiques tant que ça, parce que tout le monde l'attendait. Moi, je l'attendais depuis mars dernier. Depuis le premier confinement, j'étais comme « Ah, j'ai hâte au Bye Bye, j'ai hâte qu'ils parlent du papier de toilette, ça va nous faire du bien en dedans. » Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait, puis c'est exactement ça que les Québécois attendaient. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle, mon petit retour sur le Bye Bye et sur Infoman. Je vous invite à le réécouter, ça fait toujours du bien de réécouter le Bye Bye et Infoman. Je trouve que ces temps-ci, c'est des gars qui sont encore d'actualité parce que la COVID-19 nous suit, veut pas. Donc allez réécouter ça c'est sur ici-tout.tv. Je sais pas jusqu'à quand il va être disponible, mais au moment où je tourne, il l'est toujours. Merci, c'était Christo. Ciao! Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Une émission très chargée. Merci beaucoup, Zoé. Tu as fait une très bonne synthèse en début d'émission sur tout ce qu'il y a à savoir sur le confinement 2.0 qui commence dès ce samedi avec un couvre-feu, une première depuis 1970 au Québec. Merci beaucoup, Zoé. On se retrouve mardi prochain. À mardi. Et vous aussi, à la maison, on se retrouve mardi prochain. On reprend nos bonnes habitudes. Le mardi, on va avoir un bulletin express, info.tvc express, le mardi 17h et la version longue le vendredi 17h. Portez-vous bien. On se retrouve mardi.